pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Georges Brassens, c'est une nouvelle chanson? Oui, c'est une chanson qui se passe dans un bistrot et dans un bistrot de Paris. C'est la première fois que je parle de Paris dans une chanson. On trouvera là la fine fleur de la populace. C'est dans un coin du 15e arrondissement de Paris que Georges Brassens a vécu les dernières années de sa vie, dans sa dernière maison. Ce quartier populaire est aujourd'hui encore marqué par sa présence. Dans le petit bistrot, situé à 2 pas de chez lui, où il avait pris ses habitudes, son sourire bienveillant, sa pipe et sa célèbre moustache accompagnent toujours les rendez-vous des bons copains, de tous ceux qui lui sont restés fidèles, comme à ses chansons. Depuis petit, Brassens vient d'un milieu populaire, il vient pas du tout d'un milieu bourgeois et il a la conscience de classe comme ancrée en lui. Donc le bonheur, il était dans ces endroits-là, dans ces endroits où les gens travaillent. C'est-à-dire que j'écris pour les concierges cultivés. Il disait, lui, quand il écrivait, quand il faisait, quand il montait sur scène, il voulait que les gens comprennent ses paroles. Il voulait parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, il destinait pas ses chansons à un public particulier. Et c'est ça la grandeur de Brassens. C'est-à-dire que de n'importe quel niveau, tu peux accéder à ses chansons et à ses textes. Et donc, sa manière de vivre, elle était là. C'est-à-dire qu'il était bien... Il était, je pense, très mal à l'aise dans des milieux bourgeois, dans des endroits un peu plus luxueux. C'était pas fait pour lui. Mais voilà, lui, il aimait le gros rouge, il aimait le saucisson. D'ailleurs, il mangeait que des choses en boîte. Enfin, il n'était pas dans le raffinement, alors que c'était l'être le plus raffiné que j'ai rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais en tout cas, dans son écriture et dans sa manière d'être et dans sa manière de regarder le monde. En 1966, en pleine gloire, célèbre et reconnu de tous comme l'une des plus grandes vedettes de la chanson française, Georges Brassens arrive dans cet arrondissement qui, à cette époque, abritait les grands abattoirs de Vaugirard et sa populace, comme il le disait dans ses chansons. Dans la petite rue Santos du Mont, au numéro 42, Brassens trouva le refuge et la tranquillité nécessaires à ses compositions. Bonjour. Ça va? Oui. Ça me ramène un peu en arrière. Mais... non, ça laisse pas indifférent. Vraiment. Parce que... c'est un peu vide quand même sans lui, quoi. Normal. À la fois, ça fait plaisir de me retrouver devant son bureau, parce que ça, à part ce qu'il y a dessus, ça n'a pas changé, mais quand j'arrivais, évidemment, donc sur convocation ou sur rendez-vous, je sonnais et il venait m'ouvrir. « Comment vas-tu, Galopin ?» Bon, ben ça, hilar, complètement, et ça y est, c'était parti, quoi. Alors, la première fois que je suis venu travailler avec lui, c'était à la suite à un coup de téléphone. « Allô, c'est Georges, est-ce que tu veux bien venir jouer dans les disques avec moi ?» C'était lui. Alors, la première fois qu'on a travaillé vraiment, j'avais demandé de m'enregistrer les chansons comme ça, avec juste sa voix et sa guitare, puis que je cherche des trucs, et je lui ai amené. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors il m'a dit, vraiment c'est le tyran par excellence, il m'a dit, ce que tu veux. Bon. Mais après, il me disait, dans cette chanson, est-ce que ça ne te dérangerait pas de jouer quelque chose qui ressemble un peu à ça, quoi. Tu joues une fois, après tu fais ce que tu veux. Il me chantonnait une ritournelle qui faisait tellement évidemment partie de la chanson que, évidemment, je la jouais scrupuleusement. Quelquefois, bon, ben, c'était moi qui lui en proposais une, et c'est pas mal. Alors quand Brassens dit c'est pas mal, ça vaut tous ces merveilleux cocos qu'on peut entendre. Hein, ça. J'avais des problèmes, moi, pour écrire, j'avais du mal. Il me dit, je ne peux pas te donner de conseils. Je te dis juste comment je fais. Moi, je note tout. Je note tout ce que j'ai envie de dire sur un sujet. Puis une fois que j'ai tout noté, je cherche la meilleure façon de ne pas le dire. Ça m'est resté, et je l'ai transmis autant que je pouvais, parce que je crois que c'est un conseil précieux. Le bureau, c'était là où il travaillait. D'ailleurs, il s'enfermait, et sur la porte d'entrée, il mettait
le petit mot qui est resté fameux, s'il vous plaît, sauf en cas de danger de mort, je ne peux pas être dérangé de mon travail. Je suis enfermé à clé, merci, amitié, et signé Brassens. Dans cette grande maison, Brassens vivait seul avec ses chats. Sophie, sa gouvernante, passait chaque jour lui préparer ses repas et s'occupait de la maison. Mais de toutes les pièces de la maison, celle qui compte le plus pour Brassens, c'est son bureau, son lieu de création bien à lui, isolé, où entouré des livres qui l'inspirent, de ses instruments de musique, de son enregistreur et de la vue sur son petit jardin, il compose ses musiques et écrit les paroles de ses chansons à succès. Brassens a toujours eu une obsession, c'était de creuser des trous. Il s'est installé rue Santos-Dumont, première chose qu'il a faite, c'est faire creuser un bunker pour installer ses disques. C'était, je crois, le goût du secret, le goût de se cacher. Il y avait son bureau aussi, il pouvait, comme il disait, chanter avec la force qu'il voulait, parce qu'il chantait très fort. Il y avait un organe puissant, comme on dit. Et c'était pour ne déranger personne, quoi. Je crois qu'il n'avait pas très bien calculé son coup, parce que dès le départ, son bunker était, disons pas inondable, mais enfin un sujet à pas mal d'infiltration d'eau, quoi. Et j'ai l'impression qu'il aurait peut-être mieux fait de s'en servir pour cultiver des champignons, quoi. Qui ont d'ailleurs spontanément poussé dans pas mal de ses livres, je crois. Avec Pierre Nicolas à la contrebasse, Joël Favreau à la guitare, Brassens joue caché, pas uniquement pour ne pas gêner les voisins, mais aussi pour se protéger, lui, sa poésie, sa musique, pour se mettre à l'abri des excès de la célébrité. Car ce qui compte pour Brassens, c'est d'avoir autour de lui l'espace fermé qui préserve sa vie d'artiste et sa vie d'homme simple et libre. Pourtant, la maison était grande et Brassens avait de nombreux amis. Mais il n'était pas toujours très facile de rendre visite à l'artiste. La tranquillité de la maison était bien gardée. Avant de venir, il fallait téléphoner en usant un code spécial et prendre un rendez-vous. La maison de la rue Santos-Dumont était avant tout dédiée au travail et les amis se devaient de respecter ses consignes. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, au fond des ports. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'autre se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord, naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Je me souviens encore, il y a un type qui venait à sa rencontre, il l'a vu, il a fait « Oh, Brassens, merde, 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 merde !» Et on était presque allé au restaurant, il continuait planté à dire « Merde, merde, merde » comme ça. Et ça, c'était courant. Il y avait des... Alors, les gens n'étaient pas trop familiers avec eux, ils n'allaient pas lui arracher sa chemise, parce que c'était quand même, bon, c'était pas le personnage qui s'y prêtait. Mais ils étaient statufiés presque devant lui, et ça le gênait beaucoup. Et puis, il m'avait dit d'ailleurs une fois, il y a quelqu'un qui me fait, sur un trottoir, il me fait comme ça. Alors moi je fais comme ça, mais en fait il s'adressait à quelqu'un d'autre, je ne savais plus où me mettre. Donc c'était pas évident pour lui de se retrouver dans la rue, quoi. Alors à un moment il s'imagine se mettre à la moto, comme ça il pourrait mettre un casque et sortir dans la rue pour pas qu'on le reconnaisse. Mais il n'est pas très heureux de ça, hein, lui, parce que lui, vraiment la liberté pour lui quelque chose de fondamental. Donc les gens viennent le voir. Sa compagne, Poupchen, va donc installer l'endroit... pas du tout au goût de Brassens, mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, Brassens, il donnera rendez-vous 3 fois par semaine à sa fiancée, mais ils n'habiteront jamais ensemble, ils n'auront jamais d'enfants, et il lui téléphonera chaque jour à heure fixe. Mais là aussi, la non-demande en mariage et tous ces thèmes, on les retrouve dans la vie même de Brassens.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger. Pübchen, la petite poupée venue d'Estonie, partagea la vie de Georges Brassens depuis leur rencontre à Paris en 1946, jusqu'à sa mort. Ils ne se sont jamais mariés. Brassens a écrit pour elle la célèbre chanson intitulée « La non-demande en mariage ». C'est elle qui se chargea d'organiser la maison. Il y avait Sophie, la gouvernante, pour l'intendance, mais c'est Pübchen qui s'occupa de toute la décoration. Elle appela les copains en renfort, et pas les moins drôles, les compagnons de la chanson. Seul caprice décoratif de Brassens, une imposante table en fer. Il en avait vu l'original chez Maurice Chevalier. Il en fit faire une copie à l'identique. Le reste lui importait peu, tant que ses amis prenaient plaisir à la fête et que son bureau restait à l'abri. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. C'est très saisissant, je trouve, quand on regarde les images rue Santos-Dumont. Il y a une très belle image où on le voit tout au bout, dans cet énorme bureau, où il y a vraiment Brassens comme une mouche, entouré de son vélo, de son enregistreur, de son piano. Et c'est comme s'il était pris au piège de son décor, il était pris au piège des objets. Lui, qui se disait libertaire, anarchiste, c'est-à-dire détaché aussi, ça voulait dire ça, hein, détaché des choses du monde matériel. Lui, ce qu'il voulait, c'était d'imaginer que voilà, rien ne comptait, si ce n'est l'amour, l'amitié, enfin des valeurs fondamentales. Il y a quelque chose qui me marque encore, c'est... il parle d'un personnage qui est vraiment très costaud. Il dit, si quand un emmerdeur le met en rogne, on ne le voit jamais, lever sur l'homme une main leste, c'est qu'il ne juge pas nécessaire d'humilier un adversaire. C'est un Modeste. Alors moi, un mec qui écrit, qui ne juge pas nécessaire d'humilier un adversaire, je l'aime définitivement. Le public et la gloire. Une célébrité méritée mais lourde à supporter, parfois même contraire à sa modestie légendaire. Pour s'en échapper, Brassens prenait de temps à autre la tangente, le train du Paris-Méditerranée, direction 7, vers les copains d'enfance, les souvenirs des premières années de liberté. Et la maison de famille, toujours là, occupée aujourd'hui par les cousins de Brassens, Georges Granier et son fils Bruno, musicien à son tour. Je le considérais comme un frère, quoi, à ce moment-là, quand on est mort, qu'on a un cousin qui a le double d'âge et qu'on le suit de partout, c'était plutôt comme un grand frère, quoi, plutôt qu'un cousin, quoi. Il y avait son grand-père qui avait la chambre fausse, ses grands-parents. Je vous dis, alors Georges, il leur faisait des farces comme ça, et il allumait une cigarette, et par le trou de la serrure, il envoyait la fumée, Et le grand-père, il croyait que c'était sa femme qui faisait, et c'était la fumée de Georges. Alors le grand-père, il hurlait. C'était dans le jardin que ça se passait le plus. Il y avait des arbres fruitiers, et il y avait des gros figuiers. Et son grand-père, qui avait 80 et quelques années à l'époque, il montait sur l'échelle et il repérait les figues qui étaient mûres et il les mettait une petite cordelette pour aller les prendre le lendemain. Et Georges qui le surveillait, moi j'étais avec lui derrière, Georges il montait, on y mangeait toutes les figues, le lendemain le grand-père. Alors là il hurlait encore. Son grand-père il faisait qu'il hurlait, il croyait que c'était les gamins de la rue qui étaient venus, ils piquaient les figues. Et c'était Georges, il faisait des trucs comme ça. Voilà. Et le voilà. Là, on le voit un peu mieux, là. Oh, le joli petit zizi. En 1921, le 22 octobre exactement, c'est dans cette maison, sur les hauteurs de Sète, que Georges Brassens est né. Fils de Jean-Louis Brassens, un maçon qui a construit la maison de ses mains, et de Elvira d'Agrossa, une belle italienne du Sud. Au numéro 20 de la rue de l'Hospitalité, devenue depuis rue Georges Brassens, la vie sent bon le Sud, entre une maman qui fredonne des chansons napolitaines toute la journée,
des sorties à la plage en famille, en bateau. Puis, pour Brassens, devenu adolescent, c'est pour reprendre ses mots, la moisson des premières impressions, les premières filles qu'on prend dans ses bras, et l'amitié, les copains d'école. Sans oublier les chansons, celles surtout des grandes de l'époque comme Réventura, Mireille et Charles Trenet, le maître, dont les refrains mêlés aux ritournelles italiennes ont fait naître chez Brassens une passion pour l'écriture, pour les mots simples et la musique. Et c'est moi qui ai tiré cette photo, celle-là aussi. Celle-là, c'est ici, dans la salle à manger, à la fenêtre, mais ici, là, celle-là. Dites-moi, Georges Brassens, vous venez souvent ici, dans la maison de vos parents? Eh bien, je viens à peu près chaque année, je viens passer un mois. C'est ici que vous êtes né? C'est ici que je suis né, à l'étage au-dessous. J'ai vu que votre mère vous avait préparé des beignets au moule à midi. Les beignets au moule, oui, c'était des moules que j'avais pêchés hier. Parce que vous pêchez pendant vos vacances. Je pêche des moules, ça va pas plus loin. Le matin, je vais faire les visites traditionnelles, inévitables, et l'après-midi, je vais dans l'eau. J'ai acheté un bateau pour m'isoler un petit peu. En dehors du bateau, je vais voir les copains, les amis d'enfance. Qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguer en terre pénale, sur la grand-mare des canals, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. La Brassens faisait ça. Alors là, on va traverser l'appartement. On peut s'arrêter sur quelques photos. Là, vous avez cette belle photo qui est une carte postale que Georges avait fait agrandir. Donc cette photo était dans son bureau, rue Santos-Dumont. Donc je pense qu'il devait vraiment l'apprécier parce qu'il l'a gardée en gros de 70 jusqu'à la fin. Donc elle a partagé ses journées pendant plus de 10 ans, quoi. On arrive dans ce qu'était la chambre de Georges. Toujours avant les transformations, bien sûr. Et là, en fait, il y avait un lit, ici. Donc Brassens était dans cette chambre. Et mon père, quand il venait l'été dormir pendant 3 mois, il y avait un deuxième lit, donc il dormait côte à côte dans cette pièce. Là, vous avez un petit orgue aussi qui était à Georges, là, un filicorda, ouais. Peut-être qu'il a cherché des musiques sur celui-là. Alors ça, c'est la guitare que Georges m'avait offerte. Là, celle-là, c'est mon Saint Graal, c'est la guitare que je préfère, j'en ai plusieurs. Il y a une dédicace pour mon cousin Bruno Granier, Georges Brassens, 1980. J'avais 11 ans, ouais. J'avais 11 ans quand cette guitare m'est arrivée en fait, dans les mains. Et avec le recul, je me dis que j'ai pas pu apprécier à sa juste valeur les choses, quoi. Là, c'est tout ce qui est sorti à l'époque, la mort de Brassens, où mon père a acheté tous les journaux, parce que ça a été quand même une sacrée bombe, hein, quand Brassens est mort en 81. Moi, je me rappelle assez vaguement, mais j'ai quand même le souvenir qu'on en a parlé matin, midi et soir aux journaux télévisés pendant quasiment 3 semaines, quoi. Les journaux, tous les magazines, voilà, qui sortaient, sans compter après tous les livres, hein, qui ont été publiés. Mais bon, voilà, ça on les ressortira un jour. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'était la mort de Brassens en gros titre, genre Brassens a cassé sa pipe. Il a fallu des années à Brassens pour écrire l'une de ses plus belles chansons, La supplique pour être enterré à la plage de Sète, sa dernière demande, comme un testament. Il y repose désormais auprès de sa compagne Pübchen. Enterré à Sète, Brassens se réconcilie aussi avec sa ville natale qui un temps l'avait rejeté. Une bande de copains un peu voyous, un petit vol de bijoux, et voilà Brassens, âgé de 20 ans à peine, condamné à la prison avec sursis. Honteux, il décide de quitter la ville. Et le voilà à Paris, à l'hiver 40, porté par une irrésistible envie de forcer le destin, sans un sou. Pendant la guerre, les choses se passaient très simplement. Vous savez, tout le monde, on n'avait pas besoin tellement de maison, on n'avait pas tellement besoin de manger, on n'avait pas tellement besoin d'avoir un métier. Alors on pouvait continuer une petite bohème. C'était bien facile. J'ai la nostalgie de ce temps-là. Chez Jeanne, la Jeanne. Paris, le 14e arrondissement, l'impasse Florimond, la rencontre avec Jeanne et Marcel et le début d'une petite bohème. Brassens commence une vie à 3, sans compter les chats et les chiens,
tous sous le même toit d'une petite maison sans aucun confort. Un véritable taudis, disait Brassens avec une certaine ironie, mais un taudis auquel il restera fidèle, vivant là durant 22 années de sa vie, en toute humilité malgré le succès, la célébrité et l'argent qui arrivent. C'était des amis à moi, des gens que j'avais connus chez des parents, et puis qui m'ont recueilli quand je revenais d'Allemagne et qui m'ont gardé. Qui m'ont gardé comme ça parce que je leur plaisais. Je n'avais pas d'argent. Mais je n'en avais pas besoin, parce qu'il faut dire qu'on me nourrissait aussi. J'étais comme un oiseau, comme un chat. Un chat qui gratte à votre porte et puis que vous nourrissez. Je m'en apercevais pas, moi. Mais c'était les autres qui se chargeaient de ça pour moi. Je vivais comme un... J'ose pas le dire, je vivais comme une espèce de fou, de simple d'esprit. Vous savez qu'il n'a aucun sens du réel et auquel on facilite toutes les tâches. Je sais plus trop. Auquel on ne donne aucune initiative. C'était pas mon pain ni mon lait, c'était le pain des autres qu'ils partageaient avec moi. Alors ce n'était jamais moi qui entrais en contact avec les marchands de lait ou les marchands de pain. Alors j'avais fini par perdre l'habitude et j'étais incapable d'aller acheter du pain. La rencontre avec Jeanne, c'est une rencontre fondamentale dans sa vie. C'est la rencontre de l'amour au départ. Hein, et par Jeanne, c'est l'impasse Florémont. Et l'impasse Florémont est un lieu d'une poésie et d'un romanesque absolu dans l'univers de Brassens. C'est-à-dire que si on écoute les chansons de Brassens et on va à l'impasse Florémont, bah c'est bouleversant parce qu'on retrouve toutes les chansons. D'ailleurs, c'est le lieu où il a écrit la plupart de ses chansons, c'est l'impasse Florémont. Quand tu pousses la porte de l'impasse Florémont, que tu montes dans sa chambre et que tu vois encore les traces de ses pieds sur la moquette, tu comprends tout. Et tu vois l'honnêteté de cet homme est absolue, la fidélité. Et je crois d'ailleurs, il se disait être l'homme le plus fidèle qui soit. Fidèle, ça veut dire fidèle à ses idées, fidèle à sa vie. Et quand tu rentres dans cet endroit, tu le comprends. Brassens, c'était un punk, et donc il vivait, c'était comme un squat d'aujourd'hui. Après, l'argent arrivant, Brassens l'a arrangé, a acheté une autre partie de la maison, l'a un petit peu arrangé. Mais au départ, c'était minuscule. Et je crois qu'il faut vraiment s'imaginer, on oublie, mais Brassens, c'est le Patrick Bruel, quoi. C'est-à-dire que de l'époque, c'est un des hommes les plus riches de France, c'est un des chanteurs les plus connus, même le chanteur le plus connu avec Brel et Léo Ferré. Enfin, c'est insensé. Et il vit, c'est comme si... je sais pas, ouais, Patrick Bruel vivait à la Courneuve, quoi. Et il est heureux, je veux dire, il ne fait pas une démonstration politique de quoi que ce soit. Non, c'est que son bonheur, il est là, absolument, entre Jeanne et Marcel. Bon, Marcel est mort, il est avec Jeanne, mais il est heureux. Et là, tout d'un coup, il va quitter l'impasse Florémont, où il est obligé parce que Jeanne, qui est quand même un personnage, mais absolument insensé, est tombée amoureuse d'un monsieur un peu fou, lui aussi, de 30 ans plus jeune qu'elle, elle aimait beaucoup les jeunes hommes, et qui mène une vie d'enfer à Brassens, et donc Brassens préfère quitter l'impasse Florémont, mais il est meurtri, il est brisé de quitter cet endroit. Et nous avons vécu pendant des années en marge de la société, en marge absolue. Vous savez, les chats, quand ils vivent en rond, dans un coin, dans n'importe où, ils sont heureux, nous étions exactement comme ça. Ils ne se posent pas de questions. Pour moi, Paris, c'est Brassens. Enfin, il fait partie d'une image de Paris. Et c'est l'endroit peut-être où il a été le plus heureux, parce que c'est l'endroit où il a été le plus au secret, le plus anonyme. Et ce quartier, voilà, c'est vrai que c'est toujours drôle, comme la notoriété, la célébrité peut être antagoniste par rapport à ce qu'on est intrinsèquement, parce que Brassens, l'homme le plus secret, est devenu un adjectif à la Brassens, quoi. Et c'est drôle et c'est beau en même temps, parce que ça veut dire qu'il vit toujours et que c'est des clins d'œil merveilleux d'imaginer qu'aujourd'hui, les enfants, ils vont jouer au parc Georges Brassens, que toutes les allées du parc, c'est un nom de chanson de Brassens. C'est formidable, quoi. Et je pense que il serait un peu gêné, mais il en serait très très heureux, je crois, vraiment. Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, met de son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous.
la lumière que je préfère. Le vieux Paris, comme disait Brassens, là où il a passé 40 années de sa vie entre le 14e et le 15e arrondissement, de l'impasse Florimond à la rue Santos-Dumont, ce vieux Paris de son cœur est marqué à son tour du souvenir de l'artiste, de sa présence, autrefois discrète, mais aujourd'hui offerte aux passantes et aux passants, avec la générosité d'un poète. Oui, mais de son toit, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à froufrou. Tout le reste en m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous.